Donc, je suis Sylvestre Gozlan. Et donc Jasmine Franck. Oui, on démarre. On va démarrer par un petit voyage déjà dans l'espace, puisque nous sommes à la Villette, dans le nord-est de Paris. On va aussi faire un petit voyage dans le temps pour vous raconter cette structure, comment elle s'est créée, d'où elle vient. Donc déjà, la Villette, c'est le nord-est parisien. On est à la frontière de ce qu'on appelle la banlieue. Voilà, la grande halle de la Villette, c'est ce bâtiment-là. On va vous en parler tout à l'heure, on va vous raconter son histoire. Là, on est près du métro Porte de Pantin. Et là, il y a 40 ans de ça, la Villette, ça ressemblait à cet espace-là. C'était un espace industriel. Et on a même fait le pari avec Jasmine de remonter encore plus loin dans le temps. Voilà, pour vous raconter, notre établissement, son histoire est aussi liée à l'histoire de Paris. Paris, comme toutes les grandes villes, comme Séoul, j'imagine, s'est agrandi au fil du temps. Et au début, la Villette avait une histoire agricole. C'était un endroit où on faisait pousser du vin. Tu peux montrer Voilà, au début, c'était un village. Et Paris, petit à petit, s'est agrandi au fil des années. Et voilà, la base de la Villette était un village. Tu peux passer la slide ? Voilà. On y faisait pousser du vin pour les Parisiens, du très bon vin, je vous en conseille. Voilà. Ensuite, le Napoléon III a visité Londres. On va en parler tout à l'heure, mais il a été très jaloux de cette ville qui était très moderne, très propre, très saine. Et donc, il a confié à un monsieur qui s'appelle le baron Haussmann, qui est très important pour l'histoire de la ville, de repenser complètement la ville de Paris. Et le baron Haussmann a complètement détruit le Paris du Moyen-Âge pour créer des grandes avenues beaucoup plus propres, beaucoup plus pratiques. Il a aussi annexé les villages autour de Paris pour donner à Paris sa forme actuelle. Et donc, le 19e, la Villette a été annexée à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont rassemblé dans un seul endroit unique tous les abattoirs et tous les marchés aux bestiaux de la ville de Paris. Et cet espace, c'est la Villette. Donc, la Grande Halle, l'endroit où aujourd'hui nous accueillons des spectacles, des expositions, des activités pour les enfants, au départ, c'était un marché aux bestiaux. Mais comme souvent aujourd'hui, ces lieux sont devenus des friches et ont été remplacés. Donc voilà, aujourd'hui, Jasmine va très très vite. J'ai pas eu le temps de parler. Voilà, ça c'est l'espace aujourd'hui dans lequel nous travaillons, Jasmine et moi, tous les jours. C'est très sympa. Bon, il n'y a plus les bœufs. Il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait aussi des moutons, il y avait aussi des cochons, il y avait 3 halles. C'était tous les jours, des trains arrivaient et amenaient les animaux qui allaient nourrir les Parisiens. Ils étaient vendus dans la Grande Halle et abattus de l'autre côté. Ça a duré plus d'une centaine d'années. Je vais aller très vite sur l'histoire, on n'est pas là pour ça. Ce qui a fait que cette aventure s'est achevée, s'est terminée, c'est que simplement le camion frigorifique s'est généralisé et qu'on pouvait désormais abattre les animaux beaucoup plus près de leur lieu de production. On s'est donc retrouvé avec, comme vous aujourd'hui, un espace libre, vacant, qu'il a fallu réinvestir. Pendant 10 ans, c'est resté une sorte d'espace un peu, une friche industrielle, on appelle ça une friche industrielle. Vas-y, tu peux passer. Puis, dans les années 80, un président de la République a voulu installer dans cet espace un grand projet de parc culturel, urbain, scientifique. Et on s'est réparti la parole et je vais laisser ma collègue Jasmine vous raconter la suite. Donc, sur l'impulsion du président François Mitterrand à cette époque, on a voulu créer donc un parc culturel qui est un des plus grands parcs urbains européens, qui apporte à l'Est parisien de la culture. Il y a eu un concours d'architectes avec plus de 400 concurrents internationaux. C'est un architecte suisse, d'origine suisse, Bernard Tschumi, qui a gagné ce concours, avec un projet qui s'inspire en fait des principes artistiques. Notamment, il s'est inspiré des fondamentaux donnés par Kandinsky, avec des principes structurants qui sont les points, les lignes et les surfaces. Et ces principes organisent l'espace. Les points, en fait, ce sont des folies, des petits bâtiments rouges comme ça qui se répartissent sur l'ensemble du parc et qui proposent des activités ou qui sont simplement des repères dans l'espace.
Il y a également des lignes qui sont des circuits, des espaces de circulation pour aller d'un point à un autre d'une manière efficace et directe quand c'est d'un point à un autre de manière droite, mais également de manière plus poétique et imaginative avec un programme qu'on appelle la promenade cinématique qui permet de découvrir aussi tous les jardins du parc de la Villette. Ici, par exemple, le jardin des miroirs. Ce sont des jardins à thème. Et le troisième système structurant, qui est le système des surfaces, qui sont des grands espaces qui permettent de rassembler du monde, de faire des grands événements. Alors, parmi les grands événements, on en parlera dans un instant, il y a des événements emblématiques comme le cinéma de plein air, parce qu'il faut voir que ce parc, qui maintenant rassemble 3 établissements publics, est un parc, certes, mais aussi et surtout un établissement de programmation culturelle. Vas-y, tu passes là. C'est à toi ? Oui. Donc effectivement, notre activité, parce qu'on va vous présenter ce qu'on fait avec les enfants, mais notre activité est très très liée à une programmation culturelle. Donc la Grande Halle, je vous ai montré tout à l'heure, il y avait des animaux. Désormais, on y accueille des propositions, des expositions. On peut avoir quatre propositions culturelles en même temps. On peut avoir 3 salles de spectacle en simultané et une exposition. Il y a on fait juste attention sur les horaires pour que les programmes ne se perturbent pas. Et on a une grande programmation tant de danse contemporaine, de cirque, de théâtre, de danse hip-hop. Et on est aussi le lieu qui, à Paris, peut accueillir toutes les formes les plus étranges. Tu vas un peu vite en termes de scénographie. Pardon. En fait, dès qu'un spectacle nécessite une scénographie particulière, comme nous ne sommes pas un théâtre, en fait, à chaque fois qu'on accueille une pièce, on crée un théâtre dans lequel on va accueillir cette pièce. Ça fait pour nous une grande force, mais aussi c'est toujours un peu compliqué de créer un théâtre sur mesure, mais ça nous permet d'accueillir les formes les plus surprenantes. Voilà, donc là, tu peux passer. Donc là, vous voyez la Grande Halle dans sa globalité quand elle est occupée par des salons événementiels, et là, c'est un salon justement sur tout ce qui est manga, etc. Notre mission, c'est aussi d'investir le parc avec des propositions un peu partout. On a donc un espace dédié à la création sous chapiteau pour le cirque. C'est une de nos missions principales, c'est de soutenir les artistes de cirque et de les coproduire, de les accompagner, de les accueillir en résidence pour qu'ils créent des spectacles. Tu vas vite. Voilà, donc on accueille jusqu'à 4 spectacles de cirque par an, notamment une grande école de cirque français. Il y a des jeunes étudiants qui ont 22 ans qui sortent de l'école et qui tous les ans présentent leur spectacle à la Villette. C'est un événement très important puisque tous les professionnels européens viennent les rencontrer et viennent les voir. Vas-y. Dans notre mission, on essaye donc aussi d'animer et d'investir ce parc avec des grandes manifestations. Donc là, on le voit, c'est des grands concerts, ce qu'on appelle des batucadas, c'est des concerts brésiliens. On a des événements liés aux cultures urbaines, comme cet événement-là s'appelle Freestyle. Ça, c'est le cinéma en plein air. Tous les étés, il y a un grand écran gonflable qui est installé dans ce parc, et les gens viennent avec leur pique-nique. Ils pique-niquent et ensuite ils regardent un film. On accueille aussi des fêtes foraines dans ce lieu. Voilà, c'est vraiment un lieu qu'on essaye d'animer, de faire vivre, d'impulser quelque chose. On va accélérer pour aller vous parler de vraiment... Alors, il y a aussi des espaces extérieurs spécifiquement pour les enfants qui sont clos, où les enfants peuvent jouer, et c'est vraiment propice à l'imagination. On a un grand toboggan avec de 11 mètres qui ressemble à un dragon. Et on a aussi un espace intérieur dont Jasmine est la responsable et dont elle va vous parler tout de suite, qui s'appelle Little Villette. Et moi, je reviendrai après ensuite pour vous parler de justement comment on travaille avec les groupes là-dessus, puisque mon travail, c'est plutôt le partenariat. Donc, depuis quelques années, le parc de la Villette s'est doté d'un espace dédié entièrement pour les enfants. Pendant quelques temps, on était essentiellement dans les petites folies, les bâtiments rouges. Et puis, comme je l'expliquais ce matin, dans un cercle plus restreint, nous avons eu la chance de bénéficier également d'un espace vraiment dédié aux enfants dans un bâtiment de plus de 1000 m² que vous voyez là devant vous. Or, il était tout blanc et un peu en retrait quand on passe devant, et on s'est aperçu que personne ne le voyait. Donc, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour le rendre visible avec, donc, première chose, une fresque qui s'est mise à investir les murs et qui fait que maintenant, les gens le voient et se prennent en photo devant et comprennent immédiatement que c'est un lieu dédié aux enfants. C'est un lieu qui fait donc 1000 m² avec 6 salles à l'intérieur
qui sont nos espaces de travail, des espaces où on accueille les enfants donc pendant la semaine avec des classes, mais aussi le week-end avec les familles. Et adjacent à ce lieu, nous avons une terrasse fermée qui permet aux enfants de sortir et de jouer librement sans être pénalisés et sans que les parents soient inquiets. Et au-delà de ce lieu, j'en parlerai juste après, nous avons la chance, et ça c'est la particularité du parc de la Villette, c'est d'avoir un jardin pédagogique et une ferme. Donc dans les espaces, voilà un peu à quoi ressemblent les espaces à l'intérieur. Donc il y a une salle de cirque, Sylvestre vous en a parlé, nous avons du cirque, non je garde, ouais. Qui permet de pratiquer en fait les choses qu'ils vont voir en spectacle et ensuite vraiment de rentrer dans les contenus. Une salle de cinéma qui permet de projeter des petits films d'animation les week-ends, mais qui sont faits d'une manière dirigée avec un accueil et un accompagnement pour la découverte de ces programmes. Des salles de jeux avec des jeux de société où les parents et les enfants peuvent jouer ensemble. Un salon de lecture où les enfants peuvent lire avec leurs parents. Une salle de spectacle où on peut mener des ateliers et faire des petites productions théâtrales, et ainsi qu'une salle d'art visuel, art plastique, qui nous permet également de développer des activités plastiques. Comme je vous le disais, on a au-delà de ce lieu une ferme qui accueille maintenant désormais donc des animaux, une vingtaine d'animaux, des petits et des grands. Et on projette au courant de l'année prochaine de s'agrandir encore avec la slide que vous voyez là, avec une belle ferme qui sera installée dans un ancien bâtiment industriel également. Et puis un jardin pédagogique qui existe maintenant depuis presque 20 ans et qui est un endroit absolument magique et qui fait que quand on est là, les enfants oublient qu'ils sont dans Paris. Et pour renouer avec ce que disait Madame tout à l'heure, c'est vrai que nous, notre souhait, c'est que justement pour lutter contre un espèce d'horizon qui se noircit pour la jeunesse, l'idée c'est de donner envie aux enfants et d'aimer toutes les choses qu'ils vont découvrir dans ce lieu. Alors, dans les choses qu'on a, je vous disais, il y a en fait 2 temporalités, les activités du week-end qui sont gratuites. Et ça, c'est vraiment la spécificité de ce lieu. C'est qu'on n'a pas besoin de s'inscrire en ligne, on n'a pas besoin de réserver, on peut rentrer gratuitement et on découvre quelque chose qu'on retrouve d'une fois sur l'autre. Un espace Lego, un salon de lecture, une salle de projection avec des films, des jeux. Et un espace dédié entièrement aux bébés également. On retrouve également un lieu d'exposition où les enfants peuvent découvrir des expositions réalisées souvent par des artistes illustrateurs. On trouve des espaces de jeu avec des ateliers de pratique, donc des ateliers qui sont proposés à la fois pour les groupes et à la fois pour les familles, donc autour du cirque, autour du spectacle vivant. Par exemple, on découvre les coulisses du théâtre d'ombre, parce qu'en fait, souvent, les enfants ont envie de savoir comment est-ce qu'on fabrique tous ces spectacles qu'ils vont voir. Des ateliers de pratique artistique autour du street art, notamment aussi sur les pratiques des arts numériques avec du stop motion par exemple, et puis des ateliers pour découvrir la biodiversité d'une manière imagée et souvent quelquefois imaginaire, par exemple avec la fabrication du pain d'épices qui nous font découvrir les abeilles, mais aussi d'une manière réelle, et ça cette fois-ci c'est ça qui est très important, c'est qu'on va voir de vrais animaux, on va voir de vraies plantes, et les choses à ce moment-là deviennent concrètes, et il y a un lien vraiment qui est extrêmement ressourçant qui s'implique à ce moment-là. Voilà, par exemple, un atelier qui est très intéressant à la fois pour les enfants, mais aussi pour les jardiniers, l'atelier escargot à gogo, parce que vous savez peut-être que les escargots ne sont pas forcément les meilleurs amis des jardiniers, et que donc on fait travailler les enfants pour des grandes chasses à l'escargot. Au printemps, ils récoltent tous les animaux, tous les escargots. Dans les ateliers également, des ateliers d'architecture. Et puis, comme le disait Sylvestre ce matin, l'idée c'est de faire revenir les gens. On a une grande concurrence aujourd'hui avec tous les jeux vidéo, toutes les activités que les enfants ont chez eux en permanence qui les accaparent. Là, on essaie donc chaque week-end, ou enfin peut-être pas tous les week-ends, mais très régulièrement, de produire une brochure avec des événements thématiques qui sont pour la plupart adossés à la programmation du parc, mais aussi qui sont parfois spécifiques, donc autour du livre, autour des bébés, autour de la magie, autour du sport, autour des arts urbains. Et puis, quelquefois, notre lieu s'appelle Little Villette, donc on est à taille enfant, mais parfois on devient grand.
Et à ce moment-là, on crée des grands événements qui permettent de sortir de Little Villette et d'investir l'ensemble du parc avec des événements liés aux saisons. Et ça, c'est très important. Je pense que pour votre village, c'est quelque chose dont vous pourrez vous inspirer, en tout cas qui fonctionne très bien. Je sais que pour vous, par exemple, les lanternes, c'est tout à fait quelque chose d'ancré dans votre culture, pour nous beaucoup moins, et c'est vrai que cette fête des lanternes est un énorme succès. On travaille avec des artistes qui nous permettent de travailler avec des écoles qui viennent et qui créent les lanternes pendant plusieurs semaines, et des familles également, et ensuite avec leurs propres lanternes ils vont défiler sur le parc, et ça c'est un moment énorme. On a eu une année un débordement de public, on avait quasiment 10 000 personnes, on pouvait quasiment plus bouger. On fait aussi un événement autour de la laine des moutons avec une transhumance qui s'invite sur le parc de la Villette, et avec des activités autour de tout ce qui concerne la laine, des teintures, le tissage, etc. Et au printemps prochain, on va organiser, et j'en ai entendu parler un petit peu ce matin, une fête de la moisson autour du blé et autour de tout ce qui est culture. Et enfin, quand on programme des spectacles, on est quand même, notre souhait le plus ardent, c'est de faire des liens entre les choses, de sorte à ce que les enfants viennent voir un spectacle, mais aussi vont faire les ateliers et vont quelquefois produire un événement à partir des ateliers qu'ils ont créés, comme par exemple c'était le cas dans un spectacle que je vous présente ici. Et Sylvestre va terminer cette présentation en présentant un petit peu les parcours d'éducation artistique que l'on propose justement en lien avec toutes ces programmations programmées sur le parc. Voilà, Jasmine et moi, nous sommes complémentaires, parce que Jasmine, elle travaille vraiment sur la création d'une offre, tant pour les groupes que pour les familles, beaucoup pour les enfants. Voilà. Et moi, mon travail est plutôt de faire le lien avec tout le monde scolaire, mais donc des tout petits jusqu'aux très grands, les étudiants, le champ social, la prison, l'hôpital, et d'essayer de créer la possibilité que des artistes puissent travailler. Voilà ce qu'a dit le docteur tout à l'heure, nous on le croit, mais j'avais pas d'études scientifiques, donc je vais me servir de cette étude scientifique pour montrer que voilà, c'est prouvé maintenant, même si je le savais déjà. Donc on travaille. Attends, reviens en arrière, tu vas trouver pour moi. Donc notre travail aussi à la Villette, on est un incubateur pour des jeunes artistes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille beaucoup avec des très jeunes artistes et on les accompagne, on les rencontre, on leur demande toujours qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer, avec quel public vous avez envie de travailler. Et une des actions qu'on aime bien mettre en place, c'est ce qu'on appelle les pop-ups, c'est-à-dire des impromptus, des interventions impromptues hors les murs. On propose aux artistes d'aller dans les établissements et de surprendre le public avec des actions un peu fortes, un peu poétiques, un peu burlesques, un peu. Donc là, vous avez des exemples d'artistes qui interviennent dans des établissements scolaires avec des enfants de tout âge. Cette intervention, c'est souvent la première intervention d'un parcours. Un parcours, ce qu'on appelle, nous, un parcours en France, c'est 3 choses. Il faut qu'il y ait 3 piliers. Il faut qu'il y ait la pratique, donc 10, 15, 20, 30 heures, 40 heures de pratique en fonction des projets. Il faut qu'il y ait la rencontre avec des artistes. Il faut vraiment qu'il y ait des temps d'échange, de partage. Il faut rencontrer les métiers. On permet souvent, on a des filières professionnelles en France, des électriciens, des cuisiniers, des costumiers. Ces gens-là, on leur propose souvent de rencontrer des métiers, de se projeter avec leur métier dans ce qu'on fait nous. Les jeunes qui font de l'électricité n'ont pas idée qu'on peut faire ce métier dans un théâtre. Les jeunes cuisiniers n'ont pas idée qu'on peut cuisiner pour des festivals, des tournages, etc. Donc on leur montre ça. Et ils rencontrent des artistes, ça c'est le 2e pilier, c'est la rencontre. Et le 3e pilier, c'est la fréquentation des œuvres, donc c'est-à-dire de venir voir des spectacles ou de voir des expositions. Et là-dessus, on travaille beaucoup sur le fait de désamorcer. En France, il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas au spectacle avec leurs parents. Et donc, quand ils rentrent dans une salle, ils peuvent se réfugier dans leur zone de confort. Ils peuvent rire, ils peuvent se battre, voilà. On en a parlé tout à l'heure des enfants violents. Comment on désamorce ça? Comment on travaille ça? Et donc, c'est vraiment à travers cette rencontre avec les artistes. Et à partir de là, on essaye d'imaginer beaucoup de choses. Donc là, j'ai mis quelques photos d'ateliers, des ateliers qui sont menés par des artistes où les jeunes vont être en possibilité de partager un processus de création. Et donc, on travaille autant sur le cirque, la danse hip-hop, la marionnette. On permet aussi aux jeunes de rentrer dans les salles de spectacle avant le spectacle. Ça leur donne l'occasion de parler avec les artistes, ce qui permet aussi de se mettre dans une posture un peu VIP, on est quelqu'un d'important, et ça crée une meilleure écoute et une meilleure attention. Je n'ai pas mis de photos dans ce PowerPoint, mais on travaille aussi, on fait une 20aine de formations pour les enseignants et les relais parents, parce que si on veut que des enseignants ou des relais viennent avec des enfants, il faut d'abord qu'eux-mêmes soient à l'aise avec la culture, il faut aussi qu'eux-mêmes s'approprient cette matière, cette ressource, et aient envie de se projeter dans un projet à long terme. Donc voilà, on est une équipe de 5 personnes. Mon équipe à moi, Jasmine, vous êtes aussi un certain nombre.
Et on se répartit et on mène comme ça un grand nombre de projets. On va en prison, on va beaucoup à l'hôpital, on va beaucoup dans les universités, on commence dès la crèche et on essaye de... Voilà. Mais c'est un travail sans fin. Mais qui nous anime au quotidien, qui nous anime et qu'on aime beaucoup. Et on est très heureux de partager ça avec vous. Je vous remercie.